Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Passer d'un grand groupe à une startup, ou l'inverse, c'est un sacré challenge pour les marketeurs, que ce soit une question de mindset, de stratégie, d'outils de budget, les approches et les attentes sont nombreuses et différentes. Pour voir un petit peu justement comment on gère la transition de l'un à l'autre, en tout cas à quoi ressemblent les différences entre ces deux univers, je suis aujourd'hui avec Elena Souillet-Fedorenkova, qui est CMO chez Knave et qui est justement passée un petit peu d'un grand groupe à une startup, et donc on va revenir avec elle un peu sur son expérience. Bonjour Elena. Bonjour Axel, merci beaucoup pour l'invitation dans le podcast. Ravi d'être là avec toi. Écoute, c'est un plaisir. C'est un sujet que j'avais envie de traiter depuis un moment. Donc c'est cool de pouvoir en parler avec toi. Est-ce que tu peux peut-être justement, en introduction, te présenter un petit peu en quelques mots, s'il te plaît? Donc déjà, je suis d'origine franco-russe, mais en France depuis très longtemps. Donc si vous entendez un petit accent, ça vient de là. Je pense que j'ai toujours aimé comprendre les motivations des gens. J'ai cette empathie qui fait que j'aime bien comprendre ce qui se passe. Et puis j'aime aussi agir et construire des choses à partir de ce que j'ai compris pour répondre aux besoins. Et je pense que c'est ça qui m'a amené au marketing, puis au produit, où j'ai quand même passé à peu près la moitié de ma carrière, puis à nouveau le marketing et le growth. J'ai commencé ma carrière dans le luxe chez Estée Lauder. C'est une entreprise américaine multimarque. Et j'ai fait ensuite 14 ans dans l'automobile, presque depuis mon arrivée en France, après mes études en gestion des entreprises. Et puis, il y a 3 ans, j'ai décidé d'aller dans la tech et plus précisément la fintech. J'avais déjà un fort intérêt pour ce secteur parce que un de mes diplômes est justement en finance de marché et gestion des capitaux, mais j'ai pas eu le temps de l'exploiter dans ma carrière précédemment. Et donc aujourd'hui, je suis CMO chez Knave. C'est une fintech française qui finance et opère des programmes de paiement à l'usage pour les marques les marques industrielles et les distributeurs des biens d'équipement. Ok, tu l'as dit du coup alors justement parce que c'est un petit peu le sujet du jour au final. Estée Lauder, après dans l'automobile c'est chez Renault, c'est Renault, oui, ça, tout à ouais, fait. dans le groupe Renault. Et puis donc aujourd'hui dans une fintech startup, c'est la transition un petit peu justement du grand groupe à la startup. On va en parler. Euh, c'est deux mondes très différents, donc on va comparer un petit peu. La première différence dont on parle souvent, j'allais dire, c'est la question du mindset, du rythme au final en tout cas qu'on pense beaucoup plus élevé dans les startups par des exigences de croissance très rapides. Qu'est-ce que tu en penses justement toi quand qu'il a vécu? Est-ce que tu as observé cette différence-là? C'est quoi ton avis sur cette question? Bon, déjà, chez Nave, on n'aime pas s'appeler start-up parce que les start-up, c'est justement très volatile et nous, on est une entreprise financière et donc on doit rassurer nos partenaires sur la stabilité. Mais néanmoins, c'est une jeune entreprise en croissance. Ouais. Et moi, quand j'ai décidé de quitter Renault pour aller vers ce type d'entreprise de plus petite taille, je savais pertinemment que j'allais gagner en capacité de construire des choses nouvelles, de zéro, et en appliquant les principes de growth marketing que j'avais découvert quelques années auparavant, et que tout ce que j'allais faire aurait très certainement un impact très direct sur le business. C'est ça que je suis allée chercher. Je savais par ailleurs que j'allais aussi très certainement devoir beaucoup plus mettre les mains dans le cambouis et m'occuper des sujets opérationnels.
Et ça me dérangeait pas car je savais que c'est finalement ce que tout le monde fait dans les startups. Et tant que les deux sont présents, la stratégie et l'opérationnel, on sait exactement à quoi sert l'opérationnel. Et même, j'aime bien vérifier qu'on a mis les bons fondamentaux pour poser les bases du scaling qui va suivre. Donc, je me suis pas mal préparée pour l'opérationnel, en particulier dans les startups, en discutant avec d'autres marketeurs dans la tech sur notamment la stack technique qu'ils utilisaient, les agences qui étaient adaptées aux besoins des startups. Donc, forcément, c'est différent des grands groupes. Et on dit parfois, par ailleurs, que l'autre critère qui distingue les grands groupes et les startups, c'est effectivement le degré d'incertitude et le besoin de réactivité. Mais dans mon cas, honnêtement, je l'ai pas ressenti. Peut-être parce que dans l'industrie automobile, on gère des crises en permanence, comme la crise des semi-conducteurs. Il y a eu le Dieselgate aussi, qui a touché Volkswagen. Donc finalement, ça me change pas beaucoup en termes de degré d'incertitude dans lequel j'opère. Ok. J'allais dire justement par rapport à ce degré d'incertitude-là, au final, quand t'es chez Renault, t'as aussi du coup, bah, tu le disais, c'est la communication de crise au final, peut-être plus dans laquelle t'as besoin de réactivité, cette exigence peut-être d'aller vite, de tester rapidement, c'est des choses qui existent aussi du coup? Il y a plusieurs choses. Il y a le réglementaire qui peut changer Ouais. assez vite, et il y a le réglementaire en Europe, bon, qui est peut-être un peu plus prévisible parce qu'on déploie de gros efforts sur les affaires publiques, mais il y a aussi le réglementaire dans d'autres pays du monde. Et pour toute la partie internationale, justement, il faut avoir une très grosse réactivité, pouvoir recomposer les plans produits, les plans marketing. Donc oui, tout à fait. Ok, ouais, donc ça, au final, tu disais, cette exigence de réactivité, de rythme, au final, elle existe aussi, en tout cas dans le secteur de l'automobile, quoi. C'est vrai que... Complètement. Par exemple, quand il y avait la crise des semi-conducteurs, chaque semaine, on avait des nouvelles des usines. Cette semaine, on va produire des voitures sans écran. Une autre semaine, on va produire les voitures sans un autre équipement. Et donc, tu dois très vite prendre la décision, ensemble d'ailleurs avec le réseau, pour dire qu'est-ce qu'on fait. On change les prix, on rappelle les clients qui ont déjà commandé leur voiture pour leur dire vous avez la possibilité soit d'attendre, soit d'avoir une voiture qui n'a pas un équipement qui potentiellement est important. Donc il y avait vraiment une sorte de gestion agile très adaptative à la semaine, et avec des décisions qui n'étaient pas prises qu'au niveau de Renault. Il fallait aussi s'aligner avec le réseau de distribution qui n'est pas, lui, Renault, qui appartient à des groupes privés, pour dire qu'est-ce qu'on allait faire. Ok. Et les parties acquisition, tu vois, t'as parlé un peu de growth aussi, et là, tu me parles du coup un peu la gestion des commandes, la gestion des clients, la gestion un peu produit. Euh, Dans la partie plan de test, acquisition, c'est vrai que peut-être que les routines, elles sont un peu plus ancrées. Je veux dire, quand on est Renault, je sais pas, mais en tout cas, on a l'image que pas que ça va se faire tout seul, tu vois, Mm-mm. mais que la marque, elle est quand même implantée, les gens connaissent depuis longtemps. Enfin, est-ce que tu as cette logique un peu, pas de test and learn sur tes campagnes, mais que tu vas retrouver peut-être plus en startup, quoi. Des leviers à tester, des choses comme ça. Complètement. Déjà, dans les grands groupes, on a forcément plus d'historique, on a les ressources qui sont plus abondantes, les stratégies qui sont mieux établies, on connaît mieux ce marché, ses clients. Les startups ont forcément moins de ressources pour payer ce type de grosses études de marché. Beaucoup de choses se font via la veille et l'analyse des clients existants et de quelques prospects bienveillants. Mhm. Mais déjà, je trouve que dans l'univers des startups, déjà bien organiser sa veille, par exemple avec, je sais pas, Feedly, un peu de Google Alerts et de l'IA pour résumer l'information qu'on trouve, est un gros pas d'avancement. Et tout le monde ne le fait pas en amont. Et puis, je me suis aussi rendu compte qu'il y a plein de façons de tester notamment les canaux de traction pour pas très cher, voir ce qui se passe quand on travaille le SEO, si on pense que le SEO est important, tester différentes façons effectivement d'avoir de travailler ses landing pages, son funnel d'acquisition. Et ça, c'est quelque chose qui est bien sûr beaucoup plus facile à faire dans les startups parce que il y a moins de stakeholders, on arrive à mettre Mhm. plus facilement les gens d'accord, et on arrive à mesurer rapidement les résultats
de ce type d'expérimentation. Donc ça, c'est ce que j'adore justement, cette partie growth marketing qui est plus facile à déployer dans les startups. Mais il faut pas se limiter à l'univers des startups parce que chez Renault, par exemple, on a eu aussi un cas assez particulier quand je préparais le lancement des hybrides et on a dû, on a préparé tout en plan, en amont, comment ça allait se passer avec du pré-lancement, avec un plan très structuré. Et puis le Covid a frappé, les gens ont été enfermés chez eux et tout mon plan qui était évidemment avec une très forte présence d'événementiel dans le réseau, comment les gens allaient découvrir les hybrides, c'est pour la première fois que Renault lançait les hybrides, tout ça, on a dû le mettre en stand-by et néanmoins, il fallait préparer le lancement qui était à l'été 2020. Donc, on a dû se rabattre sur d'autres types de canaux. Par exemple, on a fait pour la première fois dans l'histoire de Renault des LinkedIn Live qu'on a monté super vite, vraiment en mode agile. En 2-3 semaines, on a monté des LinkedIn Live qui ont commencé et on a commencé à expliquer finalement c'est quoi les hybrides, comment on roulait avec, c'est quoi les sensations de conduite, donc pour préparer en fait la réouverture du réseau qui a eu lieu au mois de mai. Ouais, ok, ouais, tu vois, on parlait de réactivité tout à l'heure, effectivement, ça fait partie des sujets, quoi. Parce que justement, au final, t'en as parlé un petit peu, enfin, on l'a dit en deux mots, mais la, la question suivante que je voulais te poser, c'était justement, c'est quoi les différences que tu perçois dans la pilotage de la stratégie marketing et forcément, c'est lié aussi, il y a des questions de budget. J'imagine que chez Renault, le budget marketing, c'est peut-être pas ce que tu as aujourd'hui. Comment tu l'approches, comment tu le vis? Euh, c'est clair que chez Renault, voilà, dans les grands groupes, il y a plus de planification. Pareil, il y a plus d'historique aussi, donc parfois on reconduit les allocations budgétaires d'une année à l'autre. Je Mmh. me rends compte en comparant que les poches budgétaires sont assez étanches dans les grands groupes. Donc une fois qu'on a validé son budget, c'est difficile de faire de la réallocation. Donc OK. typiquement le cas que je t'ai décrit avec nos LinkedIn Live, on a pu faire ça parce que on a arrêté, par exemple, le budget affichage. Mais sinon, s'il n'y avait pas cette force majeure, ça aurait été très compliqué, je pense, d'incruster des LinkedIn Live dans le budget qui était déjà voté depuis fin de l'année précédente. Dans les startups, je me rends compte qu'il est souvent difficile de comprendre tout simplement de quel budget on dispose. Et il y a plus de décisions qui sont, on peut dire, discrétionnaires ou opportunistes. Donc ça peut être très bien parce qu'on arrive à vite saisir les opportunités, mais ça peut être aussi un peu frustrant parce que on peut engager des actions qui sont plus long terme et qui sont plus structurées, on peut dire. Et puis on se rend compte que par opportunité, on commence à déplacer ces investissements sur un autre canal. Mmh. Donc moi, dans tous les cas, je fais quand même une demande budgétaire bottom-up. J'aime bien le format de HubSpot, par exemple, où il y a un certain nombre de rubriques qui sont décrites pour un budget marketing. Et puis, on remplit pas tout, évidemment, parce qu'on a peut-être pas tous les canaux, mais en tout cas, ça permet de réfléchir. Bon, qu'est-ce que je mets sur la partie CRM, marketing digital? Qu'est-ce que je mets en relations publiques, en contenu, etc. Et j'en discute avec le CEO. Ça veut pas dire que c'est ce budget qui est pris en référence, mais en tout cas, ça me permet de dire bon, à minima pour atteindre nos objectifs, j'aurais besoin de ce type de montant. Et puis, je me rends compte que une fois qu'on a fait ça, la réallocation entre les différents postes de dépenses est effectivement plus flexible. Là, par exemple, on a décidé d'aller avec Nave à Tech for Retail, donc forcément, ça va être un de mes gros investissements marketing de l'année. Et maintenant, l'objectif, c'est de bien le réussir. Ouais, OK. Donc effectivement, une planification, comme tu le dis, effectivement plus historique, du coup, dans les grands groupes, mais peut-être plus de rigidité, du coup, dans l'allocation des budgets, et peut-être plus de budget, aussi Oui, 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 accessoirement plus de au ni budget aussi. au niveau global. Par contre, plus de flexibilité dans les startups. Mais d'ailleurs, ça, c'est un peu un risque, tu vois, on en parlait la dernière fois, dans la communauté, justement, où ça existe dans certaines startups, demande-moi, tu vois, quand tu as besoin des actions ou de nouveaux budgets, tu me demandes à chaque fois. Bon, en même temps, c'est bien parce que c'est de la flexibilité, mais c'est le risque qu'on te dise non à chaque fois. Et du coup, comme tu dis, c'est peut-être bien aussi quand même. Enfin, c'est même si on sait qu'il y a cette flexibilité-là et la possibilité potentiellement au fur et à mesure de l'année de saisir des opportunités, d'avoir des rallonges de budget ou des choses comme ça, d'avoir quand même ce plan bottom-up qui est fixé, comme tu le dis, au début de l'année, Hum, avec des hum. poches par activité, quand même, potentiellement tu les répartiras différemment, mais c'est quand même bien d'avoir cette discussion-là au début de l'année pour savoir un peu quand même de quel budget tu disposes, quoi. Là, effectivement, c'est important d'avoir les discussions et comme on sait que c'est souvent difficile
de dégager du temps des fondateurs du FIO pour discuter de ça, en fait, mon astuce, c'est de dire, bon, voilà, j'ai déjà drafté quelque chose qui a déjà un bon niveau de maturité. Et maintenant, il faut qu'on en discute parce que, par exemple, on est en train de choisir l'agence relations publiques et il faut absolument qu'on valide ensemble le budget de cette agence, le benchmark que j'ai fait, et ça. Donc, je trouve que ça se passe mieux quand on a déjà soi-même bien avancé dans sa réflexion, dans son travail, dans son benchmark, et après ça permet de valider les budgets de façon plus sereine. C'est clair. Au-delà des points de budget, de pilotage, du coup, marketing, et est-ce qu'il y a des choses bien précises, du coup, que tu as importées de tes pratiques grands groupes en startup qui ont eu un impact? Et si tu devais faire le chemin inverse, du coup, aussi, est-ce qu'il y a des choses que t'amènerais de ton expérience startup si tu devais retourner dans un grand groupe? Je me rends compte que chez Renault, et globalement, je pense quand on vient de l'univers de grands groupes, c'est très on apprend à bien documenter son pourquoi et son business case par rapport à n'importe quel projet. Parce que on sait que il faut qu'il y a beaucoup de gens qui doivent il y a beaucoup de gens qui doivent se mettre d'accord. Il y a des budgets engagés qui sont conséquents. Donc si on n'est pas super clair sur ses besoins et les messages, on n'arrivera pas à convaincre, on n'arrivera pas à valider son projet, son budget, son plan de lancement, etc. Et notamment la préparation du go-to-market. Donc ça, c'est quand même une partie importante du travail du marketeur. Cette préparation du go-to-market est hyper structurée. On identifie les contributeurs, on fait des groupes de lancement, on fait tout un rétro-planning des activités du go-to-market. On se pose les questions comment on va mesurer en fait le succès de différentes campagnes. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je transpose complètement dans l'univers des entreprises plus petites, des startups où je suis aujourd'hui. Et même d'ailleurs, j'ai créé une formation là-dessus avec Clio Academy qui va être lancée fin mai. Ok. Et puis, de l'autre côté, souvent, les grosses boîtes, bon, ils ont fait un go-to-market qui est très structuré, comme on a dit, mais elles ont du mal à regarder rapidement si ce go-to-market va dans la bonne direction et à l'ajuster rapidement, parce que un go-to-market de grand groupe, il est forcément multicanal, multifacteur, beaucoup de gens impliqués, et la data, souvent, n'est pas consolidée. Ça, c'est un autre travers un peu de grand groupe. On dispose Ouais. d'énormément de data, mais cette data, on a du mal à l'exploiter de façon intelligente, ou en tout cas à faire parler différents types de data entre elles. Et ça, c'est quelque chose que les startups, cette réactivité et aussi dans l'ajustement du go-to-market, ils vont le faire plus naturellement. Elles ont moins d'argent et on se préoccupe très vite de la question, est-ce qu'on l'a bien dépensé, est-ce qu'on doit dépenser différemment, voilà. Et puis, je voudrais aussi parler par rapport à ta question de la rapidité de déploiement d'innovation ou de Ouais. scaling d'innovation en marketing. Euh, En fait, on se rend compte que dans les grands groupes, il y a souvent beaucoup d'innovation, hein. Il y a Hmm. souvent un POC sur un pays, un test de co-développement avec une start-up, un widget qui est testé sur le site d'internet d'un pays. En revanche, le passage à l'échelle de ces innovations, il est plus difficile parce que il est coûteux, il se heurte à une résistance au changement. Dans un pays, il y a des gens qui sont plus favorables, dans un autre pays, ça peut être différent. Et puis, rien que de construire une stratégie qui marche pour tous les pays, c'est compliqué. Là où les startups créent depuis une feuille blanche, et l'expérimentation, si elle s'avère fructueuse, au contraire, on essaie de la rentrer dans le dur le plus vite possible. Et moi, c'est pour ça, pour cette capacité d'intégrer l'innovation en cycle court, que j'ai changé d'univers. OK. Mais tu vois, j'allais dire, au final de ce que tu dis, alors, je reviens sur, si je vais résumer, parce qu'en fait, dans le premier point, tu dis, en fait, il y a beaucoup plus de planification en amont, parce que tu as besoin d'aller convaincre, de l'attribution des budgets, de la construction des projets, et du coup, tu as besoin d'être très concrète, par rapport à ça. Alors qu'en fait, c'est la partie, aval, on va dire, où en startup, on est peut-être aussi plus réactif dans l'analyse et dans le traitement des données. Et parce que aussi, tu as des systèmes d'information qui sont beaucoup plus complexes dans les grands groupes, avec certains logiciels qui sont là depuis très longtemps, mais c'est compliqué, comme tu le dis, parce que tu as une résistance au changement, et puis ça implique tellement de choses que mettre à jour tout ça, c'est pas toujours évident. Euh, Au final, comme tu le dis, dans les grands groupes, il y a pas mal de jeux de politique. En fait, c'est lié au fait qu'il y ait plein d'acteurs, il y a différents pays, enfin, et c'est peut-être ça aussi qui freine un petit peu cette adaptation, alors que ben, dans des équipes plus petites, comme tu es en startup, j'allais dire, les relations humaines jouent aussi évidemment, mais du coup, comme il y a moins d'historique, tu es peut-être aussi plus libre, quoi.
T'es plus libre, t'as moins de silos. Il y a beaucoup de silos dans les grands groupes. On Hmm. fait souvent des projets transverses pour casser les silos, pour dire bon, ok, il y a des périmètres délimités, mais en revanche, il faut que les gens communiquent davantage. Ceci dit, je dirais pas que c'est limité uniquement à l'univers des grands groupes. Dans les startups, Ouais. je constate aussi que même dans les structures assez petites, des fois on est surpris comment l'information est silotée, n'est pas accessible d'un service à l'autre, etc. Donc c'est vraiment, je pense, à la base la volonté des fondateurs qui fait que soit on partage énormément l'information et on est dans une démarche très de communication, de collaboration, soit on commence à faire un peu comme dans un petit grand groupe avec des silos directement établis. Et moi, j'ai été très impressionnée par le témoignage d'Alan, Alan, la Ouais. mutuelle, qui pour moi a été vraiment super. Enfin, c'est une super approche. Quand ils ont parlé de leur déploiement de l'intelligence artificielle à l'échelle, ils ont dit ils ont pu créer une base de données de toutes les connaissances de l'entreprise, tout simplement parce que l'information était déjà ouverte. Voilà, Ok. tous leurs canaux Slack étaient, quasiment tous les canaux Slack étaient des canaux publics. Donc quand ils ont plugué une intelligence artificielle là-dessus, ça a été plus facile parce que l'information n'était pas guettée, enfin voilà, elle n'était pas protégée par canal, etc. Ok. Et ça, je trouve que c'est une approche qui est forcément très très favorable Ouais, évidemment. à ce qu'on sait Et faire après avec l'innovation. ouais, bah, puis tu me diras, pour créer des silos, il suffit d'avoir deux personnes qui travaillent chacune dans leur bureau sans se parler, et puis ça peut marcher aussi, quoi. Et ça commence comme ça, ouais. Ouais. Le dernier point que je voulais aborder avec toi sur ce sujet, c'était, en fait, c'est quoi la différence de perception du rôle du marketing dans ces deux univers, peut-être autour des attentes aussi et de ce qu'on imagine de ce rôle-là. C'est quoi la perception du marketing, la différence en fait entre comment on le voit dans une startup et comment on le voit dans un grand groupe? Alors, dans les grands groupes où le marketing est là depuis longtemps, bon, et je pense que le marketeur a déjà trouvé sa place, globalement, le marketing est perçu comme un business partner. On comprend que c'est une fonction qui permet de gagner et de retenir les clients et donc de générer du chiffre d'affaires. Mhm. Dans les startups, surtout celles qui travaillent en B2B, le directeur marketing doit parfois se faire la place et prouver sa valeur. Et j'ai observé plusieurs fois des situations un peu paradoxales où d'un côté, l'entreprise a de vrais besoins qui font qu'elle a embauché un CMO avec un profil senior. Et de l'autre côté, la personne qui avant gérait ces sujets, bon, souvent le CEO, a un peu de mal à déléguer. Ou sinon, Mhm. les équipes commerciales, les équipes tech peinent à se rendre disponibles pour les workshops. Ils comprennent pas pourquoi maintenant tu commences à leur demander des choses. Et la seule voie de sortie dans un cas comme ça, c'est de prouver rapidement qu'on apporte de la valeur avec des quick wins. Par exemple, qu'on a réduit les sollicitations du service client parce qu'on a déployé un Q&A tout simplement, ou un Mhm. flash produit qui annonce les nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'est hyper concret et ça assoit progressivement le rôle du CMO dans l'entreprise. Et c'est aussi évidemment super important dans ce cas de mettre en place un système de suivi de performance avec la data. Voilà, parce que tant qu'on n'a pas la data, on ne sait pas prouver sa valeur. Ok, c'est vachement intéressant. Ouais. Et donc, alors, tu vois, je vais prendre un parallèle, mais moi, je considère, quand on est dans une petite startup, qu'on est premier marketeur et tout, je trouve que c'est une super école, parce que, en même temps, on touche à plein de sujets, on est sollicité par les différentes personnes, et donc on apprend plein de trucs très vite, on grandit très vite. En même temps, dans un grand groupe, j'imagine que quand tu arrives dans une équipe très structurée, il y a des process, et du coup, tu apprends, même si c'est peut-être plus siloté ou tu es plus encadré dans une fonction, dans une équipe, il y a t'apprends aussi les process, et comme tu as dit, cette construction des projets, donc c'est une expérience différente. Dans la construction de ta carrière, et de ce que toi t'en retires en tant que marketeur, c'est quoi, du coup, enfin, pas ce que pas un conseil, mais ouais, comment tu le vois? Les différences entre ces deux sujets, entre ces deux univers, quoi. Bah, je pense que fondamentalement, l'approche n'est pas très différente et je suis assez d'accord avec Selma Fortin dans sa vision qu'elle a exposée. C'est que c'est bien de commencer par une spécialisation parce que de toute façon, c'est très difficile de commencer en tant que généraliste. Donc, c'est bien d'avoir une sorte de backbone avec une compétence marketing. Et là, je dirais presque peu importe où est-ce qu'on se fait, où est-ce qu'on acquiert ces compétences, un grand groupe ou un start-up. Si on est curieux et si on continue de se former, aujourd'hui, il y a plein de moyens de se former, rien que sur YouTube ou à travers des webinaires, des podcasts, etc., sans forcément avoir accès à toute la
toutes les ressources que les grands groupes déploient pour Mmh. former leurs équipes. Voilà, je pense qu'on peut se former de façon assez similaire entre les startups et les grands groupes. En revanche, effectivement, assez vite, si on décide d'aller vers des postes type CMO derrière et pas des postes d'expertise plus étroites, c'est bien d'accéder assez rapidement, quelques années plus tard, à un poste où on aurait une vision un peu plus panoramique des activités. Voilà. Dans un grand groupe, par exemple, ça peut être le poste de marketeur dans un pays. Voilà, tout ce Ouais. qui est, par exemple, les coordinateurs marketing dans un petit pays, lui, il va avoir un peu presque comme un head of marketing dans une startup, il va avoir plein de sujets. Donc, je pense que dans les deux cas, il y a des postes, des sortes de deuxième, troisième postes qui te permettent d'aller sur une trajectoire qui après te mettra en capacité de dire j'ai vu différents sujets, j'ai vu différents aspects de l'activité de marketing et je peux prétendre au poste head of, CMO, etc. OK. Ouais, donc tu l'as dit quand même, en fait, c'est ça, c'est que dans un grand groupe, tu as accès quand même à, tu dis, il y a des gros efforts de formation, donc qui sont déployés pour former quand même les personnes. Dans une startup, tu vas apprendre un peu sur le tas, et puis c'est aussi quand même enfin, du coup, tu vas forcément avoir les mains dedans, on va dire, mais c'est aussi à toi, du coup, d'aller chercher, comme tu l'as dit, après, il y a les podcasts, il y a, enfin, il y a 1000 façons de se former aujourd'hui, quand on est un peu curieux, quoi. Mais là, du coup, tu es un peu plus responsable toi-même de ta formation, quoi. Euh, je pense que dans les deux cas, t'es responsable. T'as intérêt. Enfin, les choses vont tellement vite. Il y a tellement. Enfin, tu vois, il y a 3 ans, je pense que on discutait beaucoup moins du déploiement de l'IA dans le marketing. Aujourd'hui, Ouais. c'est un sujet incontournable et les grands groupes et les startups expérimentent, je pense, à peu près à la même vitesse de comment se faire aider dans son activité quotidienne, comment améliorer sa performance, comment trouver de nouvelles façons plus créatives de produire du contenu avec de l'IA. Et là-dessus, je dirais, le plus important pour moi, c'est la force du réseau. Voilà, c'est d'être dans les communautés comme le Café du Market ou des communautés équivalentes, parce que finalement, ce partage d'intelligence collective et le retour sur les différentes expérimentations qu'on mène chacun de leur côté, c'est à travers la communauté qu'on devient plus fort, voilà, qu'on gagne du temps et qu'on gagne très vite en compétences sur ces sujets nouveaux. OK, très cool. Bah, écoute, évidemment, j'en suis convaincu, et je le précise quand même, mais je ne t'ai pas payé pour que tu dises ça. Mais effectivement, je suis convaincu de ce sujet-là, très cool. Écoute, j'allais dire, si on revient un petit peu du coup, aux sujets globaux, et puis à tes problématiques du jour, j'aime bien parce qu'on parle toujours du coup, le podcast, c'est les bonnes pratiques, les retours d'expérience, des trucs comme ça. Au quotidien, le marketing, c'est pas que des bonnes pratiques, c'est des fois aussi un peu de galère, et des choses qui sont moins roses. C'est quoi tes plus gros challenges à toi du moment, du coup? L'intelligence artificielle, j'en ai déjà parlé plusieurs fois et parce que c'est vraiment un gros sujet pour moi en ce moment. L'équipe est petite. Bon, elle va grandir forcément, mais aujourd'hui, je dispose de ressources humaines relativement limitées. Ouais. Même si j'ai onboardé voilà mon agence RP, voilà c'est en train de se structurer, mais ça reste de taille réduite. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec l'intelligence artificielle, bon, que ce soit en matière de veille que j'ai déjà mentionné, mais aussi en matière de marketing automation et de la production du contenu. Voilà. Donc là, je me concentre pas mal sur ces sujets parce que ça me permettra d'aller plus vite sans forcément avoir à gonfler mon équipe considérablement. Mmh. Un autre sujet qui est là pour le coup vraiment particulier à Nave, c'est que la solution que nous proposons adresse toute une panoplie de pains que rencontrent les distributeurs quand ils essaient de mettre en place des programmes de location. Du coup, la solution est complexe parce qu'on a une partie tech, on a une partie financière, on a une partie opérationnelle. Et il faut qu'on arrive à expliquer toutes ces différentes composantes avec des mots simples, avec des concepts simples. Donc, il y a pas mal de travail autour de la proposition de valeur, le positionnement est plutôt clair, mais voilà, le messaging par rapport à différentes verticales aussi, notamment. Voilà, ça, c'est mon deuxième sujet. Et puis, on se rend compte que pour ce type de programme, nouveau business, voilà, d'innovation autour de la location sans contrainte, toute durée, etc. Nous, il faut qu'on s'adresse directement au CEO ou au directeur commercial, au directeur de transformation, donc vraiment à des gens qui sont très haut placés dans les grands groupes de distribution. Donc c'est de l'account based marketing plutôt ciblé CEO ou directeur commercial
Et là, ça implique une stratégie marketing quand même assez sophistiquée pour pouvoir atteindre et convaincre ce type de personnes. Donc là-dessus, je compte beaucoup sur notre présence à Tech for Retail, où je pense qu'on pourra rencontrer pas mal de gens de ce type-là, mais il y a tout ce travail de préparation en amont qu'on doit réaliser. Ok, très cool. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour tout ton partage d'expérience et puis ta transparence, c'était trop cool. Si on devait résumer notre échange, c'est quoi le conseil que tu retiendrais de ce qu'on s'est dit pour quelqu'un qui voudrait faire cette transition, du coup, grand groupe startup, ou peut-être préparer une transition startup grand groupe après tout? S'il y avait une chose à retenir, tu mettrais quoi en avant? Euh, Mon conseil, c'est d'être plutôt stratégique concernant le développement permanent de ses compétences. Et c'est vrai que dans un grand groupe, chez Renault, j'ai eu la chance d'accéder à des formations en marketing, mais surtout en leadership de super niveau, Ok, comme INSEAD, London Business School. Voilà, donc c'était vraiment la chance de pouvoir suivre ce type de formation. Et je me rends compte que mes confrères qui n'ont pas eu ce type de formation en leadership, surtout, ils se posent beaucoup plus de questions dans la gestion de leur équipe, le management de la transition, la transformation. Voilà, donc je pense qu'il faut pas faire que des formations ou s'intéresser que à des sujets purement métiers, mais il faut aussi assez tôt s'intéresser à des sujets leadership et notamment profiter du mentorat parce qu'aujourd'hui il y a plein de programmes de mentorat pour les jeunes leaders notamment. Moi je suis moi-même mentor et je vois bien que c'est une relation qui est très riche où les gens progressent réellement, voilà, des deux côtés en vrai. Euh, donc voilà, combiner les formations multiples métier, ouais. autour des Mm. sujets métiers avec des formations plus développement de soi et leadership. Ok. Très cool. Bah écoute, encore une fois, merci pour tout, Elena. S'il y a des petites questions pour toi, du coup, on peut te contacter sur LinkedIn. Enfin, Je t'es... suis très active sur LinkedIn, Ouais. j'y suis tous les jours, donc vraiment, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn, je réponds de façon assez réactive. Très cool. Bah écoute, encore une fois, merci pour tout. Et puis bah du coup, il me reste à souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup à toi, Axel. Bonne journée. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.